Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et chaque mois je rencontre des personnes qui me racontent la place qu'elles donnent à leur travail dans leur vie. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Et quand on fait un métier qu'on aime, il n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre avec sa vie personnelle. Si en plus ce métier est un métier passion, ça peut être encore plus difficile. Mais est-ce que faire un métier qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Dans ce 3e épisode, vous allez entendre Florian. Après une scolarité compliquée et 10 ans dans l'armée de l'air, il a finalement pris le chemin de l'entrepreneuriat en ouvrant la toute première salle de CrossFit à Nantes. Et s'il y a bien une phrase qui l'a porté pendant tout son parcours, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher. Je m'appelle Floriantin, j'ai 35 ans et je suis propriétaire de 2 salles de CrossFit. On peut dire que je suis plus devenu un entrepreneur du CrossFit qui fait du coaching qu'un coach qui a des entreprises. En fait, quand j'étais petit, déjà j'étais extrêmement mauvais à l'école. Et puis j'avais strictement aucune idée de ce que je voulais faire. Les profs en avaient une bonne idée à ma place, ce qui disait que j'allais devenir SDF. Non, franchement, je n'avais strictement aucune idée et j'ai fini par savoir ce que j'allais faire, c'est-à-dire devenir coach sportif quand j'ai quitté l'armée. Donc j'ai fait 10 ans dans l'armée. Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'à l'âge de 17 ans, donc j'avais déjà redoublé 2 fois, 4e et CE2. La 4e, je sais pourquoi, c'est parce que tout simplement j'en foutais pas une. Le CE2, j'ai aucune idée de la raison pour laquelle je l'ai redoublé. Mais en tout cas, j'avais déjà donc 2 ans de retard. Et en fait, j'avais 17 ans en seconde. Et en fait, mon père me dit: qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et j'ai 17 ans, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Et en fait, il m'a attrapé par le cou, il m'a éclaté contre le mur. Et il m'a dit: tu prends tes affaires, tu te barres. C'était la joie à la maison. J'étais très content parce que en fait, j'avais pas le courage de me barrer auparavant. Et donc en fait, je me suis retrouvé à la rue sans vêtements, sans carte d'identité, sans argent, sans rien. Et là, j'ai un ami, enfin les parents d'un ami qui m'ont accueilli. Et puis par la suite, donc pendant un petit mois. Et puis après, j'ai été hébergé par mes sœurs sur Paris. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, ma vie, c'est vraiment de la merde, clairement. Autant y aller pleine balle. Donc je suis allé en fait dans le bureau de recrutement de la Légion. Et je suis tombé sur un mec d'1m95, les yeux tombants, qui m'a accueilli en faisant: c'est pourquoi? C'est pour prendre une brochure. J'ai pris une brochure et je me suis barré. Je me suis dit, si lui il est représentatif de la Légion, j'ai pas envie de finir comme ça. Donc je suis allé voir quand même l'armée de terre. Ça m'a pas trop donné envie non plus. Je suis allé voir l'armée de l'air. Et là on m'a donné un prospectus en fait avec un mec avec un casque lourd, gilet pare-balles, fusil à pompe dans les escaliers, commando de l'armée de l'air. Et là je me suis dit, alors ça c'est pour moi ça. Et donc je me suis engagé. Et puis j'ai fait ma formation classique. Je me suis donné comme un malade. J'ai eu de très très grosses difficultés à évoluer au sein de mon escadron parce que je pense que j'étais un peu atypique dans ma façon de fonctionner. J'ai essayé de faire le plus de sélection possible. J'ai essayé de partir en Afghanistan pour m'occuper de la sécurité de la base aérienne de Kandahar. Et à chaque fois, on me mettait des bâtons dans les roues, tout le temps. Tout le temps. Des fois, c'était sans me le dire, on m'expliquait pas pourquoi. Et souvent, on me disait que c'était à cause de mon assurance, que j'avais trop d'assurance. Voilà, même si je défiais absolument pas l'autorité. Donc voilà, j'ai eu quelques difficultés à évoluer à cause de ça, même si je me suis donné comme un malade. Et puis au bout d'un moment, clairement, je butais contre des murs constamment d'évolution. Et je me suis dit, faut que j'arrête. Il faut que je passe à autre chose. Et c'est là où, justement, je me suis posé des questions. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire désormais, quoi. J'en avais discuté avec mon père à l'époque qui m'avait dit, rends-toi compte, t'as pas de questions à te poser, t'as de l'argent qui rentre, tu vas avoir ta retraite militaire. Mais en fait, c'est pas une vie. Si on n'aime pas ce qu'on fait, si on va au boulot en faisant du moonwalk, il est où l'intérêt, quoi. En tout cas, j'avais l'impression de devenir bête. Limite comme si je m'adaptais au système.
J'avais même l'impression, certaines fois, que je manquais de vocabulaire. C'était assez fou, hein, mais en fait, être H24, toujours avec les mêmes mecs qui parlent toujours des mêmes choses, au bout d'un moment, en fait, il n'y a pas d'évolution, ne serait-ce que sur le langage, quoi. C'est acronyme sur acronyme, ça devenait très problématique. Et puis, en quittant l'armée, je me suis dit, donc j'étais commando dans l'armée de l'air, et je me suis dit, est-ce que je deviens soit gendarme, mais en fait, je vais rester dans l'institution militaire, soit je deviens contracteur, donc c'est l'équivalent en fait d'un garde du corps avec un casque lourd, un gilet pare-balles et une arme d'assaut dans des zones hostiles. On gagne très très bien notre vie, hein. Enfin, c'est quoi, c'est 7 000 € par mois pour commencer, mais en fait tous les jours on manque de prendre une bastos dans la tête. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, et donc je me suis dit, finalement, j'ai aucune idée de ce que je peux faire, il faudrait que je demande autour de moi. Donc j'ai demandé à tout mon carnet d'adresses, j'ai envoyé un SMS à tout mon répertoire. Tu me vois où, tu me vois où, tu me vois où. Et j'ai reçu une quantité de messages qui disaient coach sportif, coach sportif, coach sportif, coach sportif, coach sportif, coach sportif. En fait, j'étais choqué parce que moi, j'avais jamais pensé à ça, et c'est surtout que les gens étaient tous d'accord sans savoir discuter entre eux. En fait, ils savaient mieux que moi presque. C'est ça qui était assez dingue. Puis j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, il y a quand même de la bioméca, il y a quand même de la physio, il y a quand même de l'anatomie. Il y a pas mal de choses à savoir. C'est pas de la rigolade, c'est un vrai métier. Donc je me suis renseigné, j'ai fait une reconversion militaire, qui était une véritable catastrophe d'ailleurs, puisque c'était des gens qui étaient absolument pas spécialisés dans le sport qui nous donnaient des cours. Et ensuite j'ai passé le reste de mon diplôme dans le civil, au sein d'un CREPS. Et 2 mois après avoir obtenu mon diplôme, j'ai ouvert ma première salle. En formation, je rencontre un mec qui me parle de CrossFit, et je regarde des vidéos sur YouTube et je vois des monstres en train de mélanger des tractions avec de la natation, et puis ils mélangent tout. Je dis, mais c'est des fous, ils font n'importe quoi. Je me renseigne un petit peu sur la méthodologie, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu déjà voir, quoi. Et c'est surtout que ça mélange plein de trucs, alors que moi, dans ma tête, c'est soit on est très bon en force, soit on est excellent, par exemple, en endurance, cardiovasculaire ou musculaire, mais on peut pas être tout à la fois, c'est pas possible, on peut pas être bon partout. Et en fait, ces mecs-là, montrent que c'est possible. Donc je regarde, je me fais des entraînements. Mon premier entraînement, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, toutes les minutes pendant une demi-heure, j'ai tenu 10 minutes. Voilà. Donc alors que je pensais avoir un super niveau, en tout cas j'étais en sport l'un des meilleurs de mon escadron. Et en fait, je me suis pris une très très grosse cartouche, parce que en fait, j'avais ni la technique, ni la technique respiratoire. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais pas. Et là, je me suis dit, ouais, là en fait, j'y suis pas du tout. J'ai pas le niveau sportif que je pensais avoir. Donc, il faut que je me forme, il faut que je me renseigne, il faut que voilà. Et c'est là où je me suis dit, quand je serai diplômé, j'aurai déjà potentiellement 1 an d'entraînement derrière moi. Une petite année d'entraînement en plus en CrossFit, ce serait pas mal, et après je monte ma boxe. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je pense que j'aime le risque. Et je me suis dit, quitte à faire un truc, autant que ce soit moi. Je me suis renseigné sur comment faire un business plan. Ça me faisait très peur parce que moi, le mot business plan, c'était pour des supermen de la finance. C'était plein de chiffres très compliqués, des tableaux Excel, c'était trop compliqué pour moi. Et puis un jour, j'ai une amie qui me dit, il y a un concours de création d'entreprise, il y a une association qui crée un concours de création d'entreprise, est-ce que ça t'intéresse? À partir de ce moment-là, j'ai appris énormément de choses parce que c'était au contact avec des avocats, avec des experts comptables, avec présenter un projet devant un jury. J'ai vraiment appris énormément en très très peu de temps. À la fin, donc quand j'ai présenté le concours, j'ai pas gagné, mais je suis arrivé second. J'avais 0 € en poche. Je me suis dit comment je fais. Et donc en fait j'ai vendu ma voiture, 8 000 €. Voilà. Et j'en ai parlé à mon ex-associé, parce que je suis plus associé avec lui désormais. Et en fait, lui il a mis 15 000 €, moi j'ai mis 8 000 €. Et en fait on est allé voir le banquier et on a dit voilà, c'est parti, on vous donne tout ce qu'on a, est-ce que vous nous suivez? En tout, on avait 50 000 €. Voilà. Et puis on était les premiers de Nantes. On faisait partie des premiers, en fait, finalement, français.
et aujourd'hui, il y en a 651 en 7 ans. Pendant que j'étais en train de faire mon école, j'avais déjà fait les rendez-vous avec les agents immobiliers, les rendez-vous avec la banque, etc. Et en fait, c'est pareil, c'était un énorme risque, mais en fait, j'avais déjà pratiquement tout finalisé sans savoir que j'allais avoir mon diplôme. Voilà. Et je me suis dit, tant pis, je me débrouillerai, on trouvera un moyen. Ça, c'est bien un truc que j'ai fini par apprendre, c'est envoie du pâté, réfléchis pas, fonce, il y a toujours un moyen. Et ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Là, pour la deuxième salle dans laquelle on est là actuellement, j'ai rencontré une quantité de problèmes. Une quantité de problèmes. Et en fait, je pense que c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense que 90% des gens auraient lâché. Vraiment. Et à chaque fois, je me disais, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et je réussissais à trouver à chaque fois des espèces d'esquives. Je sais que ça va marcher. Je sais qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que si jamais... J'ai tellement étudié le truc que je sais que ça va fonctionner. C'est exactement ce qui s'est passé à l'armée. À l'armée, j'ai lutté, j'ai continué, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout simplement pas le système qu'il me faut. J'ai dépensé une énergie colossale pour leur montrer que j'avais un potentiel qui était inexploité. J'ai tout fait pour leur montrer qu'il fallait m'utiliser. Utilisez-moi. Utilisez-moi. Je faisais du tir à côté, je faisais des arts martiaux à côté, je m'intéressais à la balistique. Putain, si vous m'utilisez, j'exagère, mais je vais être un soldat de ouf. Ah ouais, ça a cartonné. Ah oui, premier jour d'ouverture, 70 membres. Après, on a pris un très gros risque. J'ai insisté là-dessus vachement avec mon ex-associé là-dessus, mais je voulais pas faire de pub et je voulais pas faire d'engagement. Et je pense qu'on était l'une des premières salles de France, en tout cas de CrossFit, à pas faire d'engagement à cette époque-là. Donc en clair, c'était une obligation de réussir. On a pris ces risques-là et très vite, on est arrivé à saturation. Il a fallu qu'on ouvre plus de créneaux, il a fallu que finalement on engage, il a fallu que... Voilà. La deuxième box, elle arrive au moment où donc je me sépare de mon associé, je double la capacité de la salle et la rentabilité, tout en gardant la même qualité. Donc je me dis, j'ai 400 personnes en liste d'attente, il faut absolument que j'ouvre une deuxième salle. Sauf que je me retrouve confronté au PLU, donc le plan local d'urbanisme, métropolitain en l'occurrence, donc de la métropole nantaise, sur lequel en fait il y a de très très grosses difficultés à ouvrir une salle de sport dans le Plume, parce que tous les endroits en fait, qui peuvent accueillir une salle de sport sont des zones UEM, donc des activités économiques mixtes, dans lesquelles normalement il faut un zonage de services. C'est extrêmement complexe, et donc à chaque fois que je trouvais un bâtiment, pour justement me développer, à chaque fois la métropole me disait c'est pas possible, et encore le mois d'après, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est pareil, à chaque fois je me disais mais c'est pas possible, en fait. C'est jamais possible. Il y a un moment, je vais réussir. Et je me dis, en fait, il va falloir que je sorte du Plume. Et là, ce bâtiment-là, il est à 100 mètres du Plume. Donc il a fallu que je trouve le premier bâtiment à 100 mètres du Plume. Et je me suis dit, c'est parti, je fonce, quoi. Je n'ai même pas négocié le loyer. Il fallait absolument que j'utilise justement cette liste d'attente colossale pour pouvoir créer ce deuxième bâtiment. Mon métier a changé. Avant, comme je disais, j'étais coach qui avait une entreprise. Désormais, je suis un entrepreneur qui fait du coaching. Et en fait, passer d'une à deux salles, ça n'a strictement rien à voir. Puisque, en fait, il faut vraiment être sur tous les fronts à la fois. Il a fallu que je devienne finalement un recruteur, un manager, et que j'apprenne d'autres compétences, dans la douleur d'ailleurs, c'est vraiment très très complexe, j'ai pas du tout été formé là-dessus. Et une partie d'ailleurs de mon équipe a eu un petit peu de difficulté à comprendre finalement le changement de direction dans lequel j'allais, puisque en fait je devenais un entrepreneur. Et plus le temps va passer, et moins je vais coacher, probablement que je coacherai, je sais pas, aller peut-être 5 heures par semaine, un truc comme ça. Parce que ça, je veux pas le lâcher. J'ai envie de continuer à faire du coaching parce que c'est quand même quelque chose que j'adore, le contact avec les gens, être responsable indirectement de leur amélioration.
que ce soit sur leur physique ou leur bien-être. Il y a eu forcément des moments de doute avec le Covid, mais les moments les plus compliqués, c'est quand une fraction de seconde, on se dit « j'en ai marre, c'est bon, j'arrête. C'est bon. » Alors, c'est pas une fraction de seconde, c'est quand même, ça dure peut-être 5 minutes dans la tête, et c'est 5 minutes de lutte intérieure où on se dit « mais non, mais là franchement, j'en peux plus, quoi. Je suis fatigué. Il y a de l'incompréhension. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de faire. C'est extrêmement fatigant, et on se dit je veux lâcher. Et puis finalement, en fait, quand on réfléchit à ce qui va se passer dans l'avenir, on se dit mais non, mais t'es complètement con de lâcher, en fait. T'es complètement con. Tu vois bien que tout ce que t'as fait au départ, ça fonctionne bien. Tu vois bien que au milieu, ça fonctionne bien. Tu vois bien que tout ce que t'es en train de créer pour l'avenir, ça fonctionne bien. Donc en fait, lâche pas, parce que si tu lâches tout ce que t'as fait, ça aura servi à rien. Du coup, je suis tout le temps seul. Les seuls moments où je me sens pas trop seul, c'est quand je passe une petite demi-heure après le cours avec certains de mes clients qui eux aussi sont entrepreneurs et qui comprennent exactement ce qui est en train de se passer. Et qui me disent tiens, moi j'ai vécu ça. Puis moi j'ai vécu ça. Puis ce que tu as vécu, en fait, franchement, c'est de la gnognotte par rapport à ce que j'ai vécu, je vais t'expliquer. Et là, on remet en perspective, on prend du recul, on fait ah ouais. À cause de la quantité de travail que je fais en plus, je m'entraîne moins. Ça, c'est certain. Mais je m'entraîne avec de l'enthousiasme. Je me lève le matin, mon téléphone s'allume, je vais travailler jusqu'à ce que je m'endorme et j'éteigne mon téléphone. Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai pas l'impression de bosser. Les seuls moments en fait, où j'ai l'impression de bosser, c'est quand c'est énergivore, quand vraiment je dépense de l'énergie, de la concentration, beaucoup de concentration, et ça c'est pendant le coaching. Là j'ai l'impression de faire du travail, mais tout le reste du temps où je réponds à des mails, où je fais des rendez-vous, où je rencontre des agents immobiliers, là tout ça en fait, j'ai pas l'impression de bosser. Au bout de 7 ans, 2 boîtes, une quantité d'investissement personnel monstrueux, la rémunération n'est pas à la hauteur de tout ce que j'ai pu faire. Donc je pense que le jour où vraiment je me dirais bon ok, on se pose, il n'y a plus trop de questions à se poser, au niveau rémunération, ce ne sera pas tout de suite. Et puis même, c'est pas une question, ça n'a rien à voir avec la rémunération de toute façon, mais je pense qu'en fait il faudra pas que je change de tête. C'est que le début, quoi. J'ai plein d'autres projets en tête. Et en fait, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut que si j'avais la possibilité de remonter dans le temps et de me parler à moi-même, je dirais « tu ne lâches pas ». Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de sa sortie. Vous pouvez également suivre Diyad sur les réseaux sociaux et les applications de podcast.